6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission du Premier ministre, à peine une heure plus tôt, le téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus de tous bords, responsables politiques, chacun voulait de sa réaction à chaud sur cette crise gouvernementale d'une ampleur inédite. Mais ce coup de fil-là, celui de l'Élysée, venait de tout faire basculer. « Mes amis » lança-t-il en balayant son équipe du regard. « Dans 48 heures, je serai à la tête du gouvernement. Il est grand temps de préparer notre retour aux affaires. » La perspective, en réalité, n'avait rien d'extravagant. À 49 ans, ancien ministre sous la présidence d'un certain prédécesseur de droite, président de région solidement implanté, il tenait son parti d'une poigne de fer. Sa façon de piloter la crise sanitaire dans sa région lui avait offert une dimension nationale et ses critiques, toujours dosées, jamais virulentes du pouvoir en place, avaient fini par faire de lui une alternative parfaitement crédible. Il y a vraiment le profil idéal, confiait ce soir-là un proche du chef de l'État. Il incarne cette droite républicaine de tradition, il connaît la machine gouvernementale et surtout, il peut nous ramener les voix qui nous manquent au palais Bourbon pour pouvoir gouverner. Cette alliance improbable, on en parlait à mots de couvert depuis des mois déjà. Face à la poussée des extrêmes à droite comme à gauche, les forces du centre cherchaient désespérément à former un bloc. Et la démission de la veille offrait sur un plateau l'occasion rêvée de sceller cette union. On va monter le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, se félicitait-il déjà. Terminer les compromis bancals avec les extrêmes, la France mérite mieux que ça. Les préparatifs s'enclenchèrent dans la foulée. Réunion d'urgence convoquée avec les ténors du parti. Il fallait dessiner les contours de la future équipe ministérielle, hiérarchiser les priorités politiques. Et surtout, c'était là le plus délicat, verrouiller la communication autour de cette alliance historique en gestation. C'est un tournant majeur pour notre famille politique, martelait-il, devant les cadres réunis au siège régional du parti à Lyon. Nous avons enfin l'occasion de revenir au pouvoir dans des conditions dignes avec un vrai projet et surtout une vraie légitimité. 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission du Premier ministre, à peine une heure plus tôt, le téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus de tous bords, responsables politiques, chacun voulait de sa réaction à chaud
sur cette crise gouvernementale d'une ampleur inédite. Mais ce coup de fil-là, celui de l'Élysée, venait de tout faire basculer. « Mes amis, lança-t-il en balayant son équipe du regard, dans 48 heures, je serai à la tête du gouvernement. Il est grand temps de préparer notre retour aux affaires. » La perspective, en réalité, n'avait rien d'extravagant. À 49 ans, ancien ministre sous la présidence d'un certain prédécesseur de droite, président de région solidement implanté, il tenait son parti d'une poigne de fer. Sa façon de piloter la crise sanitaire dans sa région lui avait offert une dimension nationale et ses critiques, toujours dosées jamais virulentes du pouvoir en place, avaient fini par faire de lui une alternative parfaitement crédible. Il y a vraiment le profil idéal, confiait ce soir-là un proche du chef de l'État. Il incarne cette droite républicaine de tradition. Il connaît la machine gouvernementale et surtout, il peut nous ramener les voix qui nous manquent au palais Bourbon pour pouvoir gouverner. Cette alliance improbable, on en parlait à mots de couvert depuis des mois déjà. Face à la poussée des extrêmes à droite comme à gauche, les forces du centre cherchaient désespérément à former un bloc. Et la démission de la veille offrait sur un plateau l'occasion rêvée de sceller cette union. On va monter le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, se félicitait-il déjà. Terminer les compromis bancals avec les extrêmes, la France mérite mieux que ça. Les préparatifs s'enclenchèrent dans la foulée. Réunion d'urgence convoquée avec les ténors du parti. Il fallait dessiner les contours de la future équipe ministérielle, hiérarchiser les priorités politiques. Et surtout, c'était là le plus délicat, verrouiller la communication autour de cette alliance historique en gestation. C'est un tournant majeur pour notre famille politique, martelait-il, devant les cadres réunis au siège régional du parti à Lyon. Nous avons enfin l'occasion de revenir au pouvoir dans des conditions dignes avec un vrai projet et surtout une vraie légitimité. Dans la salle, l'enthousiasme se mêlait à une certaine prudence. « Tu es sûr que le président ne reviendra pas sur sa parole ?» s'inquiétait le secrétaire général du parti. « Certain, répondait-il sans la moindre hésitation. Il n'a pas le choix. Sans nous, son mandat est cuit. » Cette assurance, soyons clairs, n'était pas sortie de nulle part. Les enquêtes d'opinion étaient formelles. Seul un attelage entre la majorité présidentielle et la droite républicaine pouvait dégager une majorité tenable au palais Bourbon. Et lui, justement, faisait figure de chef de file le plus écouté de son camp, le seul sans doute capable de faire avaler cette pilule à sa base militante. « On discutera d'égal à égal », prévenait-il ses troupes. Hors de question de jouer les seconds couteaux du chef de l'État. Nous exigeons des ministères régaliens un vrai poids dans les arbitrages et la garantie noir sur blanc que nos valeurs seront respectées. La nuit s'étirait et le bureau ne désemplissait pas. Avec son équipe rapprochée, il passait en revue chaque détail architecture du gouvernement, ligne directrice du programme séquence médiatique. L'ancien patron du grand parti de la droite, rompu aux négociations de haute volée, orchestrait l'ensemble avec une précision quasi militaire. « Demain, à la première heure, je saute dans l'avion pour Paris », annonçait-il aux alentours de minuit. À 10 heures, rendez-vous à l'Élysée pour boucler les accords. 15 heures, déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'agenda dans les moindres recoins tournait comme une horloge suisse. Il avait même verrouillé l'annonce de sa nomination auprès des principales rédactions parisiennes peaufinées. La liste de son cabinet identifiait les tout premiers dossiers à empoigner dès l'arrivée. « Il est dans son élément », observait un conseiller presque admiratif. Ce moment, il l'a attendu toute sa vie. Et la façon dont il pilote cette transition prouve une chose, il était fait pour ce poste. De fait, l'homme rayonnait littéralement. Après des années d'opposition parfois harassantes, après les déroutes électorales, à répétition essuyées par la droite, le voilà enfin en position de mettre ses idées en application au sommet de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, confiait-il à la presse régionale juste avant de filer pour la capitale. La France a 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission du premier ministre, à peine une heure plus tôt, le téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus de tous bords, responsables politiques, chacun voulait de sa réaction à chaud sur cette crise gouvernementale d'une ampleur inédite. Mais ce coup de fil-là, celui de l'Élysée, venait de tout faire basculer. « Mes amis » lança-t-il en balayant son équipe du regard. « Dans 48 heures, je serai à la tête du gouvernement. Il est grand temps de préparer notre retour aux affaires. » La perspective, en réalité, n'avait rien d'extravagant. À 49 ans, ancien ministre sous la présidence d'un certain prédécesseur de droite, président de région solidement implanté, il tenait son parti du 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission du premier ministre, à peine une heure plus tôt, le téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus de tous bords, responsables politiques, chacun voulait de sa réaction à chaud sur cette crise gouvernementale d'une ampleur inédite. Mais ce coup de fil-là, celui de l'Élysée, venait de tout faire basculer. « Mes amis » lança-t-il en balayant son équipe du regard. « Dans 48 heures, je serai à la tête du gouvernement. Il est grand temps de préparer notre retour aux affaires. » La perspective, en réalité, n'avait rien d'extravagant. À 49 ans, ancien ministre sous la présidence d'un certain prédécesseur de droite, président de région solidement implanté, il tenait son parti d'une poigne de fer. Sa façon de piloter la crise sanitaire dans sa région lui avait offert une dimension nationale et ses critiques, toujours dosées jamais virulentes du pouvoir en place, avaient fini par faire de lui une alternative parfaitement crédible. Il y a vraiment le profil idéal, confiait ce soir-là un proche du chef de l'État. Il incarne cette droite républicaine de tradition, il connaît la machine gouvernementale et surtout, il peut nous ramener les voix qui nous manquent au palais Bourbon pour pouvoir gouverner. Cette alliance improbable, on en parlait à mots de couvert depuis des mois déjà. Face à la poussée des extrêmes à droite comme à gauche, les forces du centre cherchaient désespérément à former un bloc. Et la démission de la veille offrait sur un plateau l'occasion rêvée de sceller cette union. On va monter le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, se félicitait-il déjà. Terminer les compromis bancals avec les extrêmes, la France mérite mieux que ça. Les préparatifs s'enclenchèrent dans la foulée. Réunion d'urgence convoquée avec les ténors du parti. Il fallait dessiner les contours de la future équipe ministérielle, hiérarchiser les priorités politiques. Et surtout, c'était là le plus délicat, verrouiller la communication autour de cette alliance historique en gestation. C'est un tournant majeur pour notre famille politique, martelait-il, devant les cadres réunis au siège régional du parti à Lyon. Nous avons enfin l'occasion de revenir au pouvoir dans des conditions dignes avec un vrai projet et surtout une vraie légitimité. Dans la salle, l'enthousiasme se mêlait à une certaine prudence.
Tu es sûr que le président ne reviendra pas sur sa parole, s'inquiétait le secrétaire général du parti. Certain, répondait-il sans la moindre hésitation. Il n'a pas le choix. Sans nous, son mandat est cuit. Cette assurance, soyons clairs, n'était pas sortie de nulle part. Les enquêtes d'opinion étaient formelles, seul un attelage entre la majorité présidentielle et la droite républicaine pouvait dégager une majorité tenable au Palais Bourbon. Et lui, justement, faisait figure de chef de file le plus écouté de son camp, le seul sans doute capable de faire avaler cette pilule à sa base militante. On discutera d'égal à égal, prévenait-il ses troupes. Hors de question de jouer les seconds couteaux du chef de l'État. Nous exigeons des ministères régaliens un vrai poids dans les arbitrages et la garantie noir sur blanc que nos valeurs seront respectées. La nuit s'étirait et le bureau ne désemplissait pas. Avec son équipe rapprochée, il passait en revue chaque détail architecture du gouvernement, ligne directrice du programme séquence médiatique. L'ancien patron du grand parti de la droite, rompu aux négociations de haute volée, orchestrait l'ensemble avec une précision quasi militaire. « Demain, à la première heure, je saute dans l'avion pour Paris », annonçait-il aux alentours de minuit. À 10 heures, rendez-vous à l'Élysée pour boucler les accords. 15 heures, déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'agenda dans les moindres recoins tournait comme une horloge suisse. Il avait même verrouillé l'annonce de sa nomination auprès des principales rédactions parisiennes peaufinées, la liste de son cabinet identifiait les tout premiers dossiers à empoigner dès l'arrivée. Il est dans son élément, observait un conseiller presque admiratif. Ce moment, il l'a attendu toute sa vie. Et la façon dont il pilote cette transition prouve une chose, il était fait pour ce poste. De fait, l'homme rayonnait littéralement. Après des années d'opposition parfois harassantes, après les déroutes électorales, à répétition essuyées par la droite, le voilà enfin en position de mettre ses idées en application au sommet de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, confiait-il à la presse régionale juste avant de filer pour la capitale. La France a besoin d'un gouvernement sérieux rodé, qui ne se contente plus de faire du verbe, mais qui agit vraiment. 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était 6h15 du matin, Lyon, ce 15 mars 2026. Le combiné venait à peine de retomber sur son socle. À l'autre bout, quelques secondes plus tôt, le chef de l'État en personne. Bref, direct sans détour, j'ai besoin de vous à Matignon. Le Premier ministre vient de jeter l'éponge et vous seul pouvez encore sauver ce quinquennat. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'homme fort des Républicains affichait un sourire qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Des années passées à ronger son frein dans l'opposition, et voilà qu'enfin le poste tant convoité semblait à portée de main. Ce qu'il ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que 24 heures plus tard, jour pour jour, tous ses rêves de grandeur partiraient en fumée dans ce qui allait devenir le plus retentissant fiasco politique de toute sa carrière. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui, le président a fini par comprendre qu'il lui fallait la droite républicaine pour redresser le pays. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission du Premier ministre, à peine une heure plus tôt, le téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus de tous bords, responsables politiques, chacun voulait de sa réaction à chaud sur cette crise gouvernementale d'une ampleur inédite. Mais ce coup de fil-là, celui de l'Élysée, venait de tout faire basculer. « Mes amis » lança-t-il en balayant son équipe du regard. « Dans 48 heures, je serai à la tête du gouvernement. Il est grand temps de préparer notre retour aux affaires. »
La perspective en réalité n'avait rien d'extravagant. À 49 ans, ancien ministre sous la présidence d'un certain prédécesseur de droite, président de région solidement implantée, il tenait son parti d'une poigne de fer. Sa façon de piloter la crise sanitaire dans sa région lui avait offert une dimension nationale et ses critiques, toujours dosées jamais virulentes du pouvoir en place, avaient fini par faire de lui une alternative parfaitement crédible. Il y a vraiment le profil idéal, confiait ce soir-là un proche du chef de l'État. Il incarne cette droite républicaine de tradition, il connaît la machine gouvernementale et surtout, il peut nous ramener les voix qui nous manquent au palais Bourbon pour pouvoir gouverner. Cette alliance improbable, on en parlait à mots de couvert depuis des mois déjà. Face à la poussée des extrêmes à droite comme à gauche, les forces du centre cherchaient désespérément à former un bloc. Et la démission de la veille offrait sur un plateau l'occasion rêvée de sceller cette union. On va monter le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, se félicitait-il déjà. Terminer les compromis bancals avec les extrêmes, la France mérite mieux que ça. Les préparatifs s'enclenchèrent dans la foulée. Réunion d'urgence convoquée avec les ténors du parti. Il fallait dessiner les contours de la future équipe ministérielle, hiérarchiser les priorités politiques. Et surtout, c'était là le plus délicat, verrouiller la communication autour de cette alliance historique en gestation. C'est un tournant majeur pour notre famille politique, martelait-il, devant les cadres réunis au siège régional du parti à Lyon. Nous avons enfin l'occasion de revenir au pouvoir dans des conditions dignes avec un vrai projet et surtout une vraie légitimité. Dans la salle, l'enthousiasme se mêlait à une certaine prudence. « Tu es sûr que le président ne reviendra pas sur sa parole ?» s'inquiétait le secrétaire général du parti. « Certain, répondait-il sans la moindre hésitation. Il n'a pas le choix. Sans nous, son mandat est cuit. » Cette assurance, soyons clairs, n'était pas sortie de nulle part. Les enquêtes d'opinion étaient formelles. Seul un attelage entre la majorité présidentielle et la droite républicaine pouvait dégager une majorité tenable au palais Bourbon. Et lui, justement, faisait figure de chef de file le plus écouté de son camp, le seul sans doute capable de faire avaler cette pilule à sa base militante. « On discutera d'égal à égal », prévenait-il ses troupes. Hors de question de jouer les seconds couteaux du chef de l'État. Nous exigeons des ministères régaliens un vrai poids dans les arbitrages et la garantie noir sur blanc que nos valeurs seront respectées. La nuit s'étirait et le bureau ne désemplissait pas. Avec son équipe rapprochée, il passait en revue chaque détail architecture du gouvernement, ligne directrice du programme séquence médiatique. L'ancien patron du grand parti de la droite, rompu aux négociations de haute volée, orchestrait l'ensemble avec une précision quasi militaire. « Demain, à la première heure, je saute dans l'avion pour Paris », annonçait-il aux alentours de minuit. À 10 heures, rendez-vous à l'Élysée pour boucler les accords. 15 heures, déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'agenda dans les moindres recoins tournait comme une horloge suisse. Il avait même verrouillé l'annonce de sa nomination auprès des principales rédactions parisiennes peaufinées, la liste de son cabinet identifiait les tout premiers dossiers à empoigner dès l'arrivée. Il est dans son élément, observait un conseiller presque admiratif. Ce moment, il l'a attendu toute sa vie. Et la façon dont il pilote cette transition prouve une chose, il était fait pour ce poste. De fait, l'homme rayonnait littéralement. Après des années d'opposition parfois harassantes, après les déroutes électorales, à répétition essuyées par la droite, le voilà enfin en position de mettre ses idées en application au sommet de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, confiait-il à la presse régionale juste avant de filer pour la capitale. La France a besoin d'un gouvernement sérieux rodé qui ne se contente plus de faire du verbe, mais qui agit vraiment. Le vol vers la capitale prit des airs de procession triomphale. Entouré de ses plus proches lieutenants, tous galvanisés par ce qui les attendait, l'homme du jour avançait porté par une dynamique qu'on aurait dit irrésistible. Les journalistes embarqués dans l'appareil notaient au passage son aplomb, son calme olympien, son sens du détail dans la préparation. Aucun signe de tension chez lui, rapportait en direct un reporter d'une grande radio publique. Il semble réellement prêt à endosser cette responsabilité historique. L'atterrissage à Roissy tourna à l'événement médiatique en bonne et due forme.
Sur le tarmac, une véritable nuée de journalistes attendait le futur chef du gouvernement. Costume sombre, impeccable, posture maîtrisée, il enchaînait les réponses avec le sourire de celui qui n'a plus rien à craindre. Comment abordez-vous cette alliance avec le chef de l'État? Dans l'intérêt supérieur du pays, nous traversons une période compliquée et il faut savoir dépasser les querelles partisanes pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Dites comme ici. Et vos toutes premières mesures. Nous nous concentrerons sur 3 priorités, l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit pas, un gouvernement qui communique. Chaque réplique était pesée au trébuchet, chaque mot soupesé. On avait devant soi l'image quasi parfaite d'un homme d'État déjà en fonction parfaitement à l'aise avec les codes et les enjeux du sommet. Direction l'Élysée, 16 mars 2000, 29h30. Le visiteur arrivait avec un quart d'heure d'avance au palais présidentiel. Un signal envoyé à dessein, pas question, surtout pas de faire poireauter le chef de l'État pour un rendez-vous d'une telle gravité. Monsieur le futur Premier ministre, plaisantait un huissier en l'accueillant dans le hall. L'intéressé souriait détendu. La nuit, il l'avait passé à éplucher les dossiers, à fourbir ses arguments, à anticiper chacune des questions que le président était susceptible de lui poser. L'entretien calibré pour durer 2 heures devait verrouiller tous les paramètres, architecture du gouvernement, répartition des portefeuilles, plateforme commune, séquence législative. Il était venu avec un dossier exhaustif, fruit du travail acharné des heures précédentes. Le chef de l'État a été bluffé par sa préparation, confiera plus tard un conseiller du château. Il avait réponse à tout. Aucun sujet ne lui échappait. Il avait une vision limpide de ce qu'il voulait accomplir. À 10 heures pile, les 2 hommes se retrouvaient dans le bureau présidentiel. L'atmosphère était cordiale, mais l'on restait dans le registre professionnel. « Je me réjouis que vous acceptiez cette mission », ouvrit le chef de l'État. « Le pays a besoin de stabilité et votre expérience sera un atout précieux. Monsieur le Président, c'est un honneur que de servir la République dans une période aussi délicate, répondit son interlocuteur. Les négociations avançaient bien, trop bien peut-être. Concrètement, il décrochait à peu près tout ce qu'il avait posé sur la table. L'intérieur revenait à son camp, Bercy aussi, et même la rue de Grenelle. En face, le chef de l'État semblait prêt à céder sur à peu près n'importe quoi. Il était tellement soulagé d'avoir trouvé une porte de sortie qu'il aurait accordé la lune, analysera plus tard un politologue. Sa position de négociation était d'une faiblesse totale. Vers 11h30, alors que tout paraissait sur le point d'être bouclé, le téléphone présidentiel se mit à sonner, le chef de l'État décrocha, écouta quelques secondes, et son visage perdit visiblement ses couleurs. « Veuillez m'excuser un instant, je dois prendre cet appel. » Dans le salon attenant, le visiteur patientait sûr de son fait. Il faisait défiler ses messages, ajustait les derniers détails avec son équipe. Dans quelques minutes, à peine, il serait officiellement à la tête du gouvernement. Sauf que l'appel s'éternisait. Et derrière la cloison vitrée, le visage du président trahissait une surprise qui ne cessait de grandir. Quelque chose manifestement ne tournait pas rond. À 11h45, le chef de l'État réapparut l'air complètement décomposé. « Nous avons un sérieux problème. Le Premier ministre vient de me rappeler. Il retire sa démission. » Ici, le monde s'écroulait sous les pieds de l'ex-futur locataire de Matignon. Comment ça, il retire sa démission? Ce n'est pas possible. Si, il a eu la nuit pour réfléchir et il souhaite finalement poursuivre sa mission. « Mais nous avions un accord, protesta-t-il incrédule. Vous m'aviez donné votre parole. Je suis sincèrement désolé. Mais s'il revient, je ne peux pas refuser. Il connaît les dossiers, il a la confiance des députés. » La suite de l'entretien tourna au cauchemar éveillé. Embarrassé, le chef de l'État tentait laborieusement de justifier ce retournement à 180 degrés. Comprenez bien, ce n'est que partie remise. Il ne tiendra peut-être pas jusqu'au bout du quinquennat. Monsieur le Président, coupa son interlocuteur d'une voix blanche presque éteinte, vous venez de pulvériser ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que j'explique ça à mes troupes, à la presse, aux Français? L'entretien se termina dans un froid polaire. Il quitta le palais humilié, furieux à bout. En l'espace de quelques minutes seulement, ses rêves de Matignon venaient de virer au cauchemar public. La sortie du palais présidentiel fut un véritable chemin de croix. Les mêmes journalistes qui l'avaient vu entrer en conquérant le voyaient ressortir l'échine brisée.
Confirmez-vous votre nomination? Va-t-il y avoir un gouvernement de coalition? Les questions fusaient de toutes parts, mais lui restait muet, le visage fermé comme une porte de coffre-fort. Pas de commentaire pour le moment, finit-il par lâcher avant de s'engouffrer dans sa voiture officielle, mais ses traits trahissaient une amertume et une fureur qu'aucun masque n'arrivait plus à dissimuler. Le trajet jusqu'à son hôtel se déroula dans un silence pesant. Prostré sur la banquette arrière, il consultait son téléphone de manière quasi compulsive. Les messages se déversaient en cascade journalistes, en quête de précision cadre du parti en pleine panique conseillée, essayant désespérément de comprendre. Comment expliquer l'inexplicable? S'interrogeait un proche. Il était à 2 doigts de Matignon et tout s'écroule à cause du revirement de quelqu'un d'autre. Et c'est précisément ainsi que les choses étaient ressenties dans l'entourage du président de région. Le chef du gouvernement avait joué avec les nerfs de tout le monde, fabriqué une crise de toutes pièces, agité le mirage d'une alternance pour finalement faire volte-face comme un gamin capricieux qui reprend son jouet. C'est un manque de respect absolu envers les institutions, fulminait un député. On ne joue pas avec la fonction de chef du gouvernement de cette manière. L'humiliation était d'autant plus cinglante que tout avait été ficelé, annoncé, médiatisé jusque dans les moindres détails. L'équipe entière avait été mobilisée, le futur gouvernement quasiment composé, les interviews données, et maintenant il fallait tout défaire pièce par pièce. À 13 heures, la nouvelle officielle tombait sur les fils des agences, le premier ministre retirait de sa démission et reprenait ses fonctions. Le communiqué du palais présidentiel tenait en quelques lignes sèches, mais signait à lui seul l'arrêt de mort des ambitions du jour. Il est anéanti, confiait un collaborateur, au sens premier du terme. Il avait tout misé sur cette nomination et voir l'ensemble s'effondrer en l'espace de quelques heures, c'est tout simplement insoutenable. La conférence de presse improvisée à 14 heures se transforma en supplice. Devant une trentaine de journalistes massés dans les salons de son hôtel parisien, l'homme politique tentait vaille que vaille de sauver les apparences. « Les circonstances ont évolué », déclara-t-il d'une voix nouée. « Le Premier ministre a souhaité poursuivre sa mission et nous respectons cette décision. Mais les questions, elles étaient sans pitié. Avez-vous le sentiment d'avoir été instrumentalisé? Comment qualifiez-vous ce retournement? Votre parti va-t-il maintenir sa confiance au chef de l'État? » Chaque interrogation tombait comme un coup de poignard. Il s'efforçait de conserver une dignité de façade, mais l'exercice frissait la cruauté pure. « Nous déciderons dans les prochains jours de la position à adopter, » éludait-il. Éludait-il l'œil fuyant. L'impact médiatique fut dévastateur. Toutes les éditions du soir, sans exception, titraient sur l'humiliation publique du président des Républicains et sur le fiasco retentissant de l'alliance avortée. Les caricaturistes, eux, s'en donnaient à cœur joie. Dans tous les journaux satiriques, on retrouvait le même motif, la silhouette du président de région, valise à la main plantée devant les grilles fermées de l'hôtel Matignon. « C'est le syndrome du premier ministre fantôme », ironisait un éditorialiste dans une chronique du soir. Mais le pire restait à venir. Dans les jours qui suivirent, les révélations s'enchaînèrent à un rythme soutenu. Des fuites savamment dosées, distillées au compte-gouttes, démontrant que le chef du gouvernement n'avait jamais réellement envisagé de démissionner pour de bon. Tout ça, c'était un coup de pression destiné au chef de l'État, expliquait un proche du premier ministre sous couvert d'anonymat. Il voulait arracher certaines garanties, obtenir des concessions précises. Sa prétendue démission n'était qu'un instrument de négociation. Ces révélations achevèrent de tourner en ridicule l'ex-prétendant. Non content d'avoir été écarté à la dernière seconde,